Ce dimanche, les Russes iront aux urnes pour élire leur président. Un scrutin sans suspense avec plus de 70% des intentions de vote. Vladimir Poutine est assuré de l'emporter dès le premier tour. Oui, et ça fait 18 ans, je le disais, que l'ex-agent du KGB est au pouvoir. Pourtant, en 2012, son retour au fauteuil présidentiel, après cette parenthèse de 4 ans au poste de Premier ministre, avait provoqué la colère de la rue. On s'en souvient, de gigantesques manifestations avaient alors rassemblé des centaines de milliers de Russes à travers tout le pays. Bonsoir Elena Volochine. Bonsoir Sophie. Vous êtes notre correspondante en Russie. Aujourd'hui, des soupçons de fraude pèsent de nouveau sur l'élection. Pourtant, l'opposition exsangue a peu de chances de se mobiliser. Alors, on va se demander pourquoi. On dit souvent que Vladimir Poutine a verrouillé le système. Il a pourtant des candidats face à lui. Oui, il en a 7 très précisément et une seule chose en commun. Ils n'ont aucune chance face à Vladimir Poutine. Il y a notamment Pavel Grudinin, dit le communiste millionnaire, Vladimir Zhirinovsky, le vrai faux opposant. Lui, il prône la peine de mort, la polygamie, la restauration de la monarchie et d'autres réjouissances. On peut aussi citer Ksenia Sobchak, l'outsider, la candidate surprise, fille d'un ex-proche de Vladimir Poutine et qui pourtant s'est illustrée par une campagne sans concession vis-à-vis du régime. Et Elena, pourquoi n'ont-ils aucune chance face à Poutine, ces candidats ? Eh bien, justement, à cause de ce système verrouillé dont on parlait. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Décembre 2011, le parti Russie Unie de Vladimir Poutine remporte une écrasante victoire aux élections législatives. Mais des activistes postent sur Internet des vidéos montrant les fraudes massives dans les bureaux de vote. La réaction de la rue est immédiate. Malgré tout, Vladimir Poutine est réélu président en mars 2012. 2 mois plus tard, une énième manifestation doit avoir lieu. Mais là, rien ne se passe comme prévu. Alors j'ai retrouvé Alexei Polichovitch. Lui, il était parmi les manifestants ce jour-là. Les policiers se sont mis à arrêter tout le monde sans distinction et à frapper les gens. Ils frappaient au visage, dans les reins, et 500 à 600 personnes ont été arrêtées. Des arrestations aussi massives suivies d'une réaction aussi dure du système judiciaire avec une quarantaine de personnes jugées au pénal, c'était une première dans la Russie de Poutine. Que s'est-il passé pour ces manifestants, Elena ? Eh bien, une vingtaine d'entre eux a été lourdement condamnés. Certains, comme Alexei, à plus de 3 ans de colonie pénitentiaire, d'autres assignés à résidence, d'autres encore enfermés dans des asiles psychiatriques. Bref, la machine répressive s'est mise en marche et tout le monde a compris que rien ne serait plus comme avant. Et depuis, on ne peut plus sortir manifester librement. Absolument, les arrestations et les condamnations de manifestants sont devenues monnaie courante. Durant ce fameux hiver 2011-2012, une ONG qui lutte contre les répressions policières a été créée. Elle s'appelle OVD Info. Alexei y travaille depuis sa sortie de prison. Depuis 6 mois, 1 an, les répressions politiques ont franchi un nouveau cap. Les chefs d'accusation s'alourdissent pour permettre d'allonger les peines. En ce moment, nous relevons beaucoup de cas de torture et de violences policières. Et un segment à part concerne même les répressions sur Internet. La police surveille et fait en sorte de punir en amont tout ce qu'elle considère comme des appels à participer à des manifestations non autorisées par les autorités. Cette répression, Elena, elle ne concerne pas seulement les manifestants, mais les opposants en général. Oui, un cas récent, c'est celui de l'opposant Alexei Navalny, qui, à cause d'une condamnation au pénal, n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle. Vous vous souvenez aussi de cette fameuse loi contre les ONG déclarées agents de l'étranger dès lors qu'elles reçoivent des financements étrangers. Une liste de ces ONG agents de l'étranger a été mise en place en 2014 lorsque Vladimir Poutine a annexé la Crimée. C'est là que sa politique a pris un tournant anti-occidental. Écoutez ce qu'en dit Kirill Korotiev, il est directeur juridique de Memorial, une grande ONG russe, elle aussi classée agent de l'étranger en Russie. 2014, ça a été le point de non-retour. Les autorités russes sont entrées en guerre avec l'Ukraine et la cote de popularité de Vladimir Poutine a bondi de 45 à 86%. Restent ceux comme nous qui, peu nombreux, remettent en cause cette politique, qui affirment qu'il s'agissait d'une violation des droits de l'homme. Les autorités et la télévision publique martèlent sans cesse à l'opinion que nous sommes des ennemis, des nuisibles, et qu'il faut nous combattre. La propagande, c'est l'autre volet de ce tournant autoritaire, un tournant que m'a confirmé un journaliste. Il s'appelle Dmitri Skoroboutov. Jusqu'en 2016, il fut le rédacteur en chef du journal télévisé de Rossiya, la principale chaîne de la télévision publique russe.
En 2012 est apparue la censure, mais à partir de 2014, nous ne faisions plus un journal d'information, nous faisions de la propagande. Aussi contestables que soient les actions de la Russie d'un point de vue du droit international, nous devions les montrer de façon positive. C'était fait pour souder la nation. Et la cote de popularité du pouvoir grimpait, surtout en période électorale. Le paysage médiatique est totalement verrouillé. Et pour appuyer ses propos, Dmitri m'a montré une pile de documents qu'il a conservés. Il s'agit de notes que lui envoyait sa direction tous les soirs, précisant ce qu'il devait dire ou ne pas dire dans son journal. On les appelait les stop lists. Il s'agit de thèmes, de personnes ou d'événements qu'il est interdit d'évoquer à l'antenne. Des stop lists, c'est fou quand même. Alors cette propagande, Elena, elle a aussi des conséquences directes et parfois dramatiques pour les opposants. Absolument, elle a coûté la vie à l'opposant Boris Nemtsov, on peut le dire. Le commanditaire de son assassinat n'a toujours pas été retrouvé. Sa famille estime que le climat de haine envers les opposants a poussé à ce crime. Il y a d'ailleurs eu un autre meurtre lié à l'affaire Nemtsov, c'est celui de Vania, l'un des bénévoles qui montait la garde sur le pont où a été assassiné Boris Nemtsov. Sur ce pont, vous savez, il y a depuis sa mort un mémorial improvisé fait de fleurs et de photos. Et des bénévoles se relaient pour le garder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que des attaques y sont régulièrement perpétrées. Écoutez le témoignage de l'un d'eux, Grigory, c'est un retraité. Il raconte ce jour tragique l'an dernier où Vania a été passé à tabac. L'homme a lancé à Vania, quoi, t'aimes pas Poutine? Et Vania a répliqué, Poutine n'est pas une femme pour que je l'aime. Alors l'autre lui a brisé les os du visage, il a été hospitalisé et il est mort la nuit après son opération. Voilà, on comprend mieux, après ces témoignages édifiants, pourquoi Vladimir Poutine ne redoute pas de perdre la moindre élection, alors qu'il n'a quasiment pas fait campagne par ailleurs, n'est-ce pas ? Oui, en fait, il a fait très exactement 2 meetings de campagne, l'un en Crimée, l'autre au stade Loujniki de Moscou. Il y avait là 100 000 personnes et la plupart ne savaient même pas pourquoi elles étaient venues, jusqu'à ce que Vladimir Poutine n'apparaisse sur scène pour 3 minutes. Wow. Au premier rang, pour les caméras de télévision, il y avait des figurants, beaux, dûment briefés pour électriser l'ambiance, et dans les tribunes, bien moins enthousiastes, des fonctionnaires, des étudiants, des ouvriers, associations, syndicats, à qui l'on a fait faire, comme on dit en Russie, du bénévolat obligatoire, en leur faisant croire qu'ils allaient à un concert. Il y avait là aussi des retraités recrutés sur des sites, des figurants pour les plateaux de télévision, payés, tenez-vous bien, 4 € pour tenir 2 heures dans le froid par moins 15 degrés. Voilà, 70% d'intention de vote donc, et des figurants dans les tribunes du meeting quasi unique. Tout va bien. Voilà. Merci Elena pour cette démonstration et ce décryptage du verrouillage de l'élection qui aura lieu dimanche après-demain. À très bientôt dans les carnets. Merci à vous.